Bonsoir. Éminence cardinal Jean-Claude Hollerich, Monseigneur l'évêque auxiliaire Léo Wagner, Monsieur le député, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres éminences et monseigneurs, alors vous devez m'excuser. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, d'accord. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers amis, mon nom est Jim Lenas, officiellement Jean-Paul, mais Jean-Paul à l'étranger et Jim au Luxembourg. Je suis président du Justice et Paix Luxembourg. Justice et Paix est une organisation de l'Église catholique qui s'engage pour la justice, la paix et aussi le développement durable dans la suite de l'encyclique Laudato Si. Justice et Paix est totalement indépendant. Il ne reçoit des ordres de personne. Et merci à notre cardinal pour sa confiance qu'il a envers nous. Par ailleurs, c'est lui-même qui intervient souvent sur les sujets qui nous tiennent à cœur, entre autres sur les migrations. Et cela comme président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, mais aussi en tant qu'ancien président de Justice et Paix Europe, parce que Justice et Paix Luxembourg est membre du réseau des commissions Justice et Paix en Europe. Nous ne travaillons pas seuls. Nous aimons travailler avec d'autres organisations qui poursuivent des buts similaires, comme par exemple l'initiative pour un devoir de vigilance avec qui nous organisons la conférence ce soir. Je tiens à remercier notre secrétaire général Jean-Louis Tsayen pour le travail excellent qu'il fait depuis plusieurs années. Et ce travail nous permet d'aborder des sujets importants dans le domaine des droits humains, mais qui ne font pas toujours la une des journaux, ni au Luxembourg, ni dans d'autres pays, comme par exemple le pavillon maritime. La conférence de ce soir veut regarder de plus près la place financière sous l'angle des droits humains et du développement durable. Et ça me permet de donner directement la parole à Annick Goerens qui va nous guider à travers cette soirée. Merci beaucoup d'être venu malgré cette chaleur, mais je crois qu'ici dans la salle, c'est plutôt agréable. Alors merci Jim Lenas, président de la Commission Justice et Paix pour cette introduction. Et bonsoir et bienvenue aussi de ma part à cette soirée. Une soirée qui mettra le monde financier luxembourgeois à l'épreuve, et autant en termes de droits humains et de développement durable. En fait, le Grand-Duché se considère assez souvent comme moteur en matière de droits humains, alors que sa richesse, elle repose en grande partie sur un monde financier international qui est, on pourrait le dire, plutôt redoutable. Alors pour maintenant nous parler un peu de la matière des droits humains et aussi du développement durable, je vous présente Antonia Argirova. Elle est responsable du plaidoyer politique de l'action Solidarité Tiers-Monde et coordinatrice de l'initiative pour un devoir de vigilance. Antonia Argirova, la parole est à vous. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité d'intervenir aujourd'hui sur la question de la finance et son impact sur les droits humains et l'environnement. Dans le cadre des discussions sur la durabilité du secteur financier, le concept d'impact me paraît essentiel. Il est régulièrement utilisé par les investisseurs, mais il soulève aussi beaucoup de questions. Quelle est la perspective que les investisseurs adoptent lorsqu'ils considèrent l'impact de leurs investissements sur les droits humains? Dans quelle mesure les impacts
sur les populations affectées par leurs investissements sont-ils pris en compte dans leurs décisions? Et afin que la finance soit véritablement au service d'une économie durable, un premier grand défi pour la finance, c'est de placer les personnes et l'environnement au centre de ses préoccupations. Cela nécessite un changement de paradigme. Cela nécessite aussi d'aligner les objectifs de durabilité des investisseurs sur les impacts réels de leurs investissements sur le terrain. En tant qu'organisation qui travaille dans le domaine du développement avec des personnes et des communautés vulnérables, malheureusement, nous observons au quotidien l'impact négatif de certaines activités économiques sur les droits humains et l'environnement, comme par exemple l'accaparement des terres, la pollution ou encore les conflits sociaux. Afin de prévenir les impacts négatifs sur les populations, ensemble avec 16 autres organisations de la société civile, membres de l'initiative pour un devoir de vigilance, nous menons campagne depuis maintenant 3 ans pour l'adoption d'une législation sur le devoir de vigilance qui rendrait la diligence raisonnable en matière de droits humains obligatoire pour toutes les sociétés domiciliées au Luxembourg. Qu'est-ce que c'est la diligence raisonnable? La diligence raisonnable est une mesure en plusieurs étapes qui permet aux entreprises d'identifier, de prévenir, de remédier et de rendre compte de la manière dont elles traitent les impacts négatifs sur les droits humains dans le cadre de leurs activités tout au long de leur chaîne de valeur. Elle découle des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, qui sont la première norme internationale qui reconnaît la responsabilité de toutes les entreprises de respecter les droits humains. Et cette responsabilité, elle s'applique aussi aux investisseurs et au secteur financier de manière générale. Ils doivent veiller à ce que leurs investissements ou la fourniture de services financiers ne contribuent pas ou ne soient pas liés à des violations des droits humains et à des dommages environnementaux. Pour répondre à cette responsabilité, ils doivent également intégrer la pratique de diligence raisonnable dans leurs activités. Les acteurs de la finance, ils ont une responsabilité, mais ils ont aussi une influence qu'ils peuvent exercer sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, par leur politique, par leurs décisions d'investissement, par leurs pratiques de gestion. Ils ont en théorie la capacité de modifier les comportements des entreprises et donc leur impact sur les droits humains et l'environnement. À titre d'exemple, les 3 plus grandes sociétés de gestion d'actifs du monde, BlackRock, Vanguard et State Street, constituent ensemble les principaux actionnaires de 88% des entreprises de l'indice de Standard & Poor's, qui est basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. Mais des études montrent que malgré la responsabilité de respecter les droits humains et malgré ce pouvoir d'influence, les acteurs de la finance ne prennent pas encore suffisamment en compte les droits humains et les pratiques de la diligence raisonnable dans le cadre de leurs activités. Par exemple, au mois de mai, l'ONG Share Action, c'est une ONG anglaise, a publié une étude qui examine les 70 plus grandes compagnies d'assurance du monde sur la gouvernance de l'investissement responsable et les politiques en matière de changement climatique, biodiversité et droits humains. L'étude montre qu'à près de 3/4 des assureurs ne disposent pas d'une politique d'investissement couvrant les droits humains et les droits de travail. Il est aussi très inquiétant de constater que seulement 13% des assureurs ont une politique d'exclusion des investissements dans les entreprises qui violent les droits humains et les droits de travail. Prenons maintenant l'exemple du secteur bancaire. En 2019, l'organisation BankTrack a publié un benchmark des 50 plus grandes banques commerciales du secteur privé à l'échelle mondiale en fonction d'une série de 14 critères fondés sur les exigences des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains. Alors, le benchmark a montré que la mise en œuvre des principes directeurs par les banques est d'une faiblesse alarmante. 40 des 50 banques étudiées ont obtenu un résultat de moins de 6 sur 14, ce qui indique qu'elles mettent en œuvre moins de la moitié des exigences des principes directeurs. BankTrack a également comparé les résultats avec ceux du benchmark précédent qu'ils avaient réalisé en 2016
Et il constate qu'il y a eu très très peu d'évolution en 3 ans au niveau de la conformité des banques avec les exigences des principes directeurs. Enfin, je citerai une 3e étude, cette fois-ci réalisée au Luxembourg. Il s'agit du baromètre de l'économie réalisé fin 2019, qui contenait une partie spéciale sur les entreprises et les droits humains. Et selon les résultats de cette étude, au niveau du secteur financier, seulement 1/3 des entreprises interviewées ont déclaré faire une analyse des impacts de leurs activités sur les droits humains. Alors, compte tenu de ces éléments, un deuxième défi, c'est comment arriver à une prise en compte généralisée des droits humains et de la pratique de diligence raisonnable par les acteurs financiers. Pour terminer, je voudrais revenir à la question de l'impact sur les populations affectées par les investissements. Je vais donner quelques exemples, comment différents types d'acteurs financiers, privés, mais aussi institutionnels, peuvent contribuer ou être liés à des violations des droits humains et à des dommages environnementaux. Le premier exemple vient d'un rapport que l'ASTM a publié en octobre 2020 sur les risques d'impact des activités économiques sur les populations dans les pays du Sud. Il s'agit de l'exemple de la mine de cuivre Las Bambas au Pérou, qui est la 9e plus grande mine du cuivre dans le monde. Elle est exploitée par la société chinoise Minerals and Metals Group, MMG. En août 2019, la société chinoise MMG reçoit un prêt de 175 millions de dollars de la branche luxembourgeoise de la Banque industrielle et commerciale de la Chine, ICBC, pour financer les opérations de la mine. Ce prêt a été accordé même si le projet est constamment contesté par les populations locales, car le permis d'exploitation minière de Las Bambas a été accordé sans consultation appropriée des populations concernées. Les conditions initiales de l'exploitation minière sur la base desquelles le permis d'exploitation a été accordé ont été modifiées par la suite unilatéralement, sans consulter les communautés, ce qui a eu des impacts très négatifs sur leurs droits humains et sur l'environnement. Ainsi, depuis 2015, il y a en permanence des manifestations communautaires, vous voyez une sur la présentation ici, qui ont été sévèrement réprimées par les forces de police, entraînant des blessures et des décès, des arrestations, des poursuites judiciaires. Encore la semaine dernière, il y a eu un événement tragique lors d'une manifestation d'une des communautés. Un des manifestants a perdu la vie. Maintenant, prenons l'exemple d'un investisseur. Il y a quelques semaines, 3 organisations de la société civile, Amnesty International, SOMO et Privacy International, ont publié un rapport sur le groupe NSO intitulé « Operating from the Shadows ». Le groupe NSO est mondialement connu pour l'utilisation de son logiciel d'espionnage Pegasus par des gouvernements répressifs pour cibler la société civile et les défenseurs des droits humains. Le rapport qui a été publié montre, entre autres, comment l'investisseur Novalpina Capital, une private equity, a utilisé une de ses sociétés domiciliées au Luxembourg pour investir dans cette entreprise. En septembre 2019, le groupe NSO et Novalpina Capital ont publié une politique en matière de droits humains et lanceurs d'alerte, qui, selon les ONG, n'explique pas vraiment comment le groupe va s'assurer que ces activités ne contribuent pas à des violations des droits humains. Cette politique a été également critiquée par le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression et d'opinion qu'il a jugé insuffisant. Le dernier exemple, c'est celui d'un investisseur institutionnel, le Fonds de compensation luxembourgeois. Malgré son rôle de modèle, qui est affirmé par le fonds lui-même, il continue à investir dans des entreprises qui ne respectent pas les droits humains. Une étude de 2017, publiée par l'ASTM, avait contribué à exposer des cas concrets de violations des droits humains causées par des entreprises figurant dans le portfolio d'investissement du fonds de compensation. C'est le cas, par exemple, de Newmont Mining. C'est une entreprise américaine, principal opérateur de la mine de Yanacocha au Pérou. Par l'intermédiaire de nos organisations partenaires au Pérou, nous savons que les activités minières
menace les sources d'eau dans la zone et menace aussi la santé des habitants et des travailleurs dans la mine. Depuis des années, les personnes qui s'opposent au projet minier sont harcelées, incriminées, intimidées de manière systématique dans le but de briser leur résistance. Sur la photo, vous voyez la défenseur des droits humains, Maxima Acuña, qui refuse de céder son terrain à l'entreprise pour l'expansion de la mine. Harcelée en permanence, elle est devenue en quelque sorte un symbole de résistance. Pourtant, selon son dernier rapport annuel de 2019, le fonds de compensation est toujours investi dans Newmont Mining. Pour terminer cette présentation, je voudrais poser sur la table un troisième défi. Quand des violations des droits humains se produisent, comme dans les cas que je viens de décrire tout à l'heure, quel est le rôle des acteurs financiers dans la réparation des dommages auxquels ils ont contribué par leurs investissements? C'est une question dont on ne parle pas beaucoup, mais elle est extrêmement importante pour les victimes de violations des droits humains et j'espère qu'on pourra en discuter par la suite lors de la table ronde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Antonia Arguirova. Et juste pour vous informer ici dans la salle, les micros, ne vous en doutez pas, ils sont là pour la conférence Zoom. C'est normal qu'ici vous n'allez pas entendre des voix plus amplifiées, c'est pour notre présence sur Internet. Donc maintenant, je me suis posé plein de questions. Comment je pourrais introduire notre prochain intervenant parce qu'il a quand même plein de facettes différentes. J'ai décidé que je ne pourrais pas tous les nommer. Notre prochain intervenant, il est fondateur et président de l'association Finance and Human Rights. Il a travaillé aussi pendant 30 ans dans le monde financier luxembourgeois. Il a plein d'expérience. Maintenant, il est directeur indépendant et avocat honoraire. Donc, vous entendez, j'en ai pris que quelques-unes de toutes ces formulations et titres qu'il a. Voilà, il nous présentera une étude sur la finance et les droits humains qui a été faite ensemble avec l'Université de Genève et aussi sur demande de Luxembourg for Finance. Je vous présente M. Charles Müller. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être là par ce beau temps et les Belges qui au moins étaient en train de perdre quand je suis parti de la maison, je ne sais pas où ça en est, hein? Malheureusement pour aujourd'hui. Oui. 30 ans d'expérience et je peux vous dire que pendant 25 ans sur le sujet que l'on va aborder ce soir, peu de choses se sont faites et que beaucoup de choses sont en train de se faire actuellement. Alors avant de venir à l'étude qu'Annick vient de citer, je vais peut-être juste vous faire un peu le point de tout ce qui est en train de se passer au niveau réglementaire au Luxembourg et en Europe. Alors si vous regardez, oui je vais me mettre de côté pour que Madame voit aussi, si vous regardez les finances et les droits de l'homme, vous devez regarder ce qui se passe en général pour les entreprises et les droits de l'homme parce qu'une entreprise du monde financier est peut-être une entreprise un peu spéciale, mais c'est aussi une entreprise. Donc tout ce que notamment Antonia vous a dit sur les entreprises, bien sûr, joue également pour les entreprises du secteur financier. Mais en plus, il y a des règles très spécifiques qui sont en train de venir pour tout ce qui est le monde financier. Bien sûr, quand on parle d'entreprise et droits de l'homme, pour le moment, c'est encore beaucoup des principes, des lignes directrices. Ce n'est pas encore une vraie loi obligatoire. Antonia a cité les UN Guiding Principles, Business and Human Rights. C'est une convention internationale que le Luxembourg a signée exactement il y a 10 ans. Donc on a fêté hier le 10e anniversaire de cette convention et où chaque pays s'est engagé à s'assurer que les entreprises sur leur territoire, y compris les entreprises du secteur financier, respectent un certain nombre de principes. L'idée était que le pays pourrait décider comment il allait s'y prendre, c'est-à-dire on pouvait faire une loi, mais on ne devait pas nécessairement. Et beaucoup de pays ont choisi de ne pas faire de loi, de choisir une approche volontaire, mais entre-temps sont passés à des lois en Europe. Donc, par exemple, en France, vous avez maintenant une loi depuis quelques années. La Norvège vient de faire sa loi. Les Anglais ont fait une loi plus restrictive pour tout ce qui est modern slavery, donc tout ce qui a trait à l'esclavage moderne. D'autres pays sont en train de travailler sur leur loi
notamment l'Allemagne, est pratiquement prête avec leur loi. Les Suisses ont eu un référendum, vous avez peut-être vu ça, sur leur loi. Donc il y a un certain nombre de lois nationales qui sont en train de se faire. Et puis l'Union européenne est en train de travailler sur une directive européenne. Ils avaient prévu de la sortir en juin 2021. On est juin 2021, je ne l'ai pas encore vue, elle n'est pas encore sortie, mais c'est en tout cas imminent. Donc il y aura une loi forçant les entreprises au niveau européen à respecter les droits de l'homme et à suivre donc la roue que Antonia vous avez montrée avec les différentes étapes pour un devoir de diligence. À côté de ça, il y a des règles très spécifiques pour le secteur financier, mais le secteur financier est aussi compris dans les règles générales pour toutes les entreprises. Parfois, on dit, oui, c'est un Lieferkettengesetz, hein, c'est les lois sur l'approvisionnement. Et la banque dit, moi, je n'ai pas de Lieferketten, je n'ai pas d'approvisionnement, ce n'est pas pour moi. Faux. La Commission européenne a dit supply chain, donc Lieferketten ou chaîne d'approvisionnement, s'entend pour chaque relation d'affaires. Donc, j'ouvre un compte en banque, c'est une relation d'affaires, je tombe sous la loi pour un devoir de diligence, de vigilance, comme vous voulez l'appeler. Donc, le secteur financier est inclus là-dedans. Pour ce qui est maintenant spécifiquement de la réglementation pour le secteur financier, la Commission européenne a défini, il y a déjà plusieurs années, tout un programme d'action et ils ont défini la durabilité, sustainability, sustainable finance et ça vient de chez toi, je suis désolé. Donc, la définition, je l'ai volée dans la stratégie de la Luxembourg Sustainable Finance Initiative, mais c'est la définition de l'Union européenne qui parle très bien des trois dimensions. Il y a la dimension environnementale et beaucoup de gens, quand ils pensent sustainability, durabilité, ne pensent qu'à la dimension environnementale, mais c'est faux. Il y a aussi la dimension sociale, notamment les droits de l'homme, et il y a les questions de gouvernance. Et tout ça, donc, se retrouve dans le programme d'action de l'Union européenne. Maintenant, je suis d'accord avec Antonia, les choses n'ont pas encore changé. Et certainement, si on regarde 2-3 ans en arrière, les choses n'ont pas encore changé. Vous voyez que la première de ces réglementations est entrée en vigueur en mars de cette année. Ensuite, donc ça c'est pour ce que les entreprises du secteur financier, les fonds, les banques, les sociétés d'assurance doivent donner comme information à leurs clients, à leurs investisseurs. Il y a une initiative sur la taxonomie, c'est un ensemble de définitions. Qu'est-ce que, parce qu'il est beaucoup question de greenwashing. Je suis le meilleur, je le dis tout fort, mais quand on regarde dans les faits, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc il faut un set de définitions. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire être durable dans le secteur financier. Donc, il y a des définitions qui sont en train de venir à partir de l'année prochaine. Il y aura des labels, comme vous avez des labels sur les machines à laver, il y aura des labels pour les produits financiers qui sont durables. Et dans toutes ces définitions, je vous donne juste là certains exemples. Dans toutes les définitions, il y a toujours l'élément droit de l'homme. Même si on pense surtout à l'environnement, l'élément droit de l'homme est toujours là. Là, vous voyez par exemple pour l'écolabel, pour la taxonomie, même si on parle environnement, il y a toujours minimum social safeguards, il y a toujours l'élément droit de l'homme qui est inclus également. Donc ça, c'est en tout gros ce qui se passe au niveau européen. Donc beaucoup de choses. Ce n'est pas encore en vigueur. Donc n'allez pas demain matin à votre banque et dites j'ai entendu tout ça parce que votre banquier, votre guichetier n'aura pas encore entendu tout ça. Ça va mettre un peu de temps, mais du moins la bonne nouvelle, c'est en train de se passer. Alors nous avons fait effectivement la demande de Luxembourg for Finance ensemble avec l'unité entreprise et droits de l'homme de l'Université de Genève, une étude l'année dernière, pas au Luxembourg, mais aussi au Luxembourg. On a pris les grandes banques et les grandes sociétés d'investissement, donc pour les fonds d'investissement, et nous leur avons posé la question, mais où est-ce que vous en êtes? Donc c'est l'année dernière, donc tout ça, ce que je viens de vous présenter, n'était pas encore en place.
La première bonne nouvelle, c'est à la question, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle important à jouer? Les entreprises financières disent oui. Donc déjà, de ce côté-là, il y a eu une première prise de conscience qui s'est faite, c'est de dire oui, on est conscient, on a un rôle important à jouer. Et pourquoi est-ce que vous avez ce rôle important à jouer? Mais parce que ça fait partie de notre job. Parce qu'il y avait eu toute une discussion, est-ce que c'est par bonté de cœur qu'on va commencer à faire ça? Non, les entreprises du secteur financier sont d'avis que ça fait partie de leur job. Et pourquoi est-ce que ça fait partie de leur job? Eh bien, parce qu'on regarde qui les incite à faire quelque chose, ce sont les clients. Ce sont les clients de plus en plus demandent et disent « Écoutez, je vous ai confié de l'argent, vous l'investissez pour moi. J'ai une dimension, bien sûr, je vous donne des sous, je veux avoir des sous, mais il y a une dimension supplémentaire à ce que j'attends de vous et c'est notamment cette définition de durabilité qui, de plus en plus dans l'esprit des clients, beaucoup plus institutionnelle pour le moment que chez les particuliers, est en train de venir. Il y a la discussion sur les fonds de pension, sur le fonds de compensation, sur les grandes assurances qui investissent. Et là, il y a des politiques qui sont en train de se mettre en place. Un dernier slide peut-être intéressant et aussi pour notre discussion que nous allons avoir. Alors, est-ce qu'il faut une loi? Est-ce qu'il faut une loi européenne? Est-ce qu'il faut une loi luxembourgeoise? Et là, vous allez voir, environ 70% des réponses sont oui, je veux une loi. Ce sont les entreprises du secteur financier qui disent on veut une loi. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent une loi? D'abord pour qu'on soit clair sur ce qu'on demande d'eux. Pour le moment, il y a un grand flou, il y a des gens qui disent il faut faire ça, il y en a qui faut dire autre chose. Une loi mettrait tout le monde d'accord sur ce qu'il faut faire. Et deuxième chose, ça crée un level playing field, c'est-à-dire il n'y a pas ceux qui disent oui, mais moi je ne vais pas le faire, comme ça je serai moins cher parce que ça va coûter un peu d'argent, je serai moins cher que mes concurrents. C'est comme si vous avez une voiture avec des airbags, elle est plus safe, mais elle est aussi un peu plus chère. Donc si on dit à chacun il faut avoir ces airbags-là dans votre voiture, si vous voulez la vendre, ça va mettre tout le monde à un pied d'égalité. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup plus que 10 minutes. Non? Très bien. Merci beaucoup. Merci Charles Muller. Et donc, vous l'avez déjà entendu, on a eu maintenant un peu le contexte par Antonia Argirova et par Charles Muller, mais on a envie encore de discuter. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on a tous nos invités ici. C'est pour discuter ensemble des défis de la place financière luxembourgeoise. Alors, je vais vous présenter encore une fois. Je commence avec les dames à ma côté. Donc, d'abord, Antonia Argirova, vous l'avez déjà entendu, elle est responsable plaidoyer politique pour l'Action Solidarité Tiers-Monde. Puis, on a Claire de Boursetti, elle est directrice de LSFI. Je vais le prononcer quand même en anglais comme il faut, The Luxembourg Sustainable Finance Initiative. Après, de mon côté ici, j'ai André Bauler. Et André Bauler, on le connaît, il est député libéral et en plus, il est président de la commission parlementaire des finances. Après, et oui, voilà. Et après, Charles Muller, on l'a entendu déjà. Bon, comme je dis, je ne vais pas réciter tous ses titres. Et après, on a Jean-Louis Tsayen, il est secrétaire, on l'a entendu ici, de la commission Justice et Paix. Alors, merci à vous tous d'être venus. Je voulais commencer en fait de nous donner un peu le contexte. On l'a entendu et Charles Muller nous a déjà parlé un peu du contexte international. Mais pourquoi est-ce que maintenant on parle du sujet des finances responsables? Quel est le contexte européen, international et national? Alors, quand j'ai commencé mes études, on m'a donné un certain nombre de choses qu'il fallait vraiment que je sache en tant que jeune avocat. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait les mettre à la poubelle et qu'il faudrait recommencer à zéro. Ce qu'on m'a dit, c'est l'actionnaire qui décide ce que fait la société à travers son conseil d'administration qui nomme le CEO. Et le CEO est là pour faire de l'argent pour les actionnaires. Maintenant, je vais vous donner une citation. Au cours des 30 dernières années, on a beaucoup trop regardé l'intérêt court terme des actionnaires uniquement. Cette citation ne vient pas des NILENC. Cette citation vient de la Commission européenne.
Donc, il y a, au niveau politique, il y a l'idée maintenant de dire, mais il faut réformer plus globalement la façon dont les entreprises travaillent, que ce n'est pas seulement pour l'intérêt court terme à travers le bonus du chef d'entreprise, le conseil d'administration et en fin de compte les actionnaires, mais il faut aller vers plusieurs dimensions, notamment également prendre en compte l'intérêt de la société en général, l'intérêt des clients, l'intérêt des chaînes de valeur, chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire avoir une nouvelle optique sur la façon dont les entreprises sont gérées. Et l'autre chose qu'on m'a dit spécifiquement pour les finances, c'est un banquier est là pour faire de l'argent pour son client. Et ça aussi, c'est en train de radicalement changer. Non, le banquier a une duty of care envers son client et doit prendre en compte toutes les dimensions de son client. Vous avez, par exemple, vous allez à la banque, vous allez ouvrir un compte et le banquier va vous poser 300 000 questions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une action, une obligation? Quel est votre niveau de risque? Il ne vous demande pas. Est-ce que vous voulez investir spécifiquement dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de l'environnement? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des exclusions? Est-ce que le tabac, vous ne voulez pas investir là-dedans? Toutes ces questions, pour le moment, ne sont pas passées. Et là aussi, il y a tout un changement de mentalité qui est en train de se produire. Donc, c'est un changement politique, sociétal. Et j'ai l'impression que certainement à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, ce changement est en train de s'opérer. Pour le Luxembourg, une partie de l'activité de mon association, c'est essayer de faire passer le message aussi, et peut-être aussi de la Luxembourg Sustainable Finance Initiative, c'est de faire passer ce message aussi dans le secteur. Donc vous parlez en fait d'un changement d'esprit, mais maintenant il se déroule plutôt au niveau des institutions. Vous direz aussi qu'au niveau de la société civile, il y a un changement d'esprit. Au niveau de la société civile, je pense qu'il y a pour certains un changement d'esprit. Je ne suis pas sûr que ce soit encore arrivé là où ça pourrait arriver. On me regarde encore souvent dans ce que je dis comme un peu un ovni dans le secteur financier, il faut bien l'avouer. Vu qu'on a déjà parlé plusieurs fois maintenant du LSFI, de la Luxembourg Sustainable Finance Initiative, je voulais bien quand même poser une de mes premières questions à Claire de Boursati. Alors pourquoi est-ce que le Luxembourg, on l'a entendu, pourquoi le Luxembourg a besoin d'une LSFI? On a quand même, il y a la BBL, il y a l'ALFI, il y a Luxembourg for Finance. Est-ce que ceux-là, ils ne font pas le travail qu'il faut, qui est nécessaire, ou pourquoi est-ce qu'il faut cette initiative? Oui, merci beaucoup. Si je peux juste me permettre de juste rebondir sur ce que Charles Muller disait, sur la prise de conscience de la société civile. Je ne sais pas s'il y a énormément de mesures, mais juste, il y a quand même certaines mesures sur ceux qu'on appelle la génération X ou la génération même Z, qui montrent qu'en tout cas, dans cette génération-là, il y a une vraie demande, il y a un vrai intérêt pour avoir des produits financiers. Il y a des études sur ça spécifiquement, où il y a une vraie majorité de cette génération-là qui veulent avoir des produits financiers dont ils connaissent l'impact, et notamment qu'il y a un certain respect. Bon, voilà. C'est juste pour donc c'est quand même encourageant aussi à ce niveau-là. Et les femmes aussi ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation et l'avancée en la matière, puisque là encore, les femmes sont souvent plus sensibles à ces sujets-là. En tout cas, c'est ce que les études montrent. Sinon, pour répondre à votre question, pourquoi la LSFI? Effectivement, donc on a des associations qui ont commencé un travail sur la finance durable, mais ce travail est en général motivé par l'arrivée de réglementations. Parce qu'il ne faut pas oublier que les associations, la BBL, l'ALFI, la CAS, sont des associations qui représentent essentiellement des intérêts privés. Elles représentent leurs membres et c'est leur rôle. Et voilà. Là, en fait, l'idée avec la LSFI, c'est d'avoir une entité un peu plus hybride, dans le sens où nous, on est financé entièrement par le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Et on a aussi dans notre board, conseil d'administration, pour le dire en français, on a aussi le CSDD, le Conseil supérieur du développement durable, que vous connaissez peut-être.
Ça va? En luxembourgeois, voilà. Noheltig. Nohaltig geht's heute, oui. Ouais, bon, voilà, je le dirais mal. Donc, voilà, le CSDD. Et puis, on a aussi LFF qui est représenté. Voilà, donc ça permet en fait notre association d'être une plateforme entre ces deux ministères et la société civile représentée par le CSDD et le secteur financier représenté par LFF. Alors, vous venez de dire, vous êtes financé par les ministères. Après, est-ce que ça vous pose des limites aussi? Forcément, enfin, ce serait mentir que de dire que non, puisque on travaille dans l'intérêt de ces ministères, effectivement. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ces deux ministères ensemble, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont créé cette plateforme, parce qu'ils ont tous les deux une approche très très différente de la question de la finance durable. Et donc, ça permet d'avoir un équilibre entre les deux, et eux-mêmes, entre eux, en fait, on arrive à des positions intéressantes, un peu qui sortent de leur position habituelle, puisqu'on doit être sans arrêt en compromis entre ces deux ministères. Là, je vais relancer une question à Jo-Louis Tsayen. Vous avez entendu, vous connaissez la LSFI. Quelles sont les chances, oui, mais aussi les limites dont on vient de parler d'une telle initiative, surtout face au poids de la place financière luxembourgeoise? Oui, si je peux, je voudrais aussi mettre le contexte d'abord international, et je ne peux que féliciter le peuple des États-Unis d'avoir élu M. Biden pour une des bonnes choses qu'il a fait, parce qu'il a mis, espérons-le, un frein à cette course infernale qu'on connaît depuis plusieurs décennies pour baisser et baisser et baisser les taux d'imposition, surtout au profit des grandes multinationales. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cela a un effet très clair au niveau des finances durables. Pourquoi est-ce que nous avons besoin des finances durables? Mais tout simplement, et ça c'est l'horizon, pour financer les objectifs de développement durable, et il nous reste 9 ans. 9 ans où la communauté internationale a dit on va éradiquer la pauvreté, on va sauvegarder et protéger la planète. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas avec les moyens publics? Parce que les caisses des États ne sont pas assez remplies, pour le dire en simples mots, et il faut maintenant un appel à la finance privée qu'on veut qu'elle devienne durable. Excellente idée. Et je crois quand même que le Luxembourg, dans tout ça, il a une grande responsabilité, je dirais même une obligation en vertu de son secteur financier tellement important. Et je me félicite également, et on l'a vu, des initiatives par le ministère des Finances, par le ministère de l'Environnement, par la coopération luxembourgeoise, etc. Il y a vraiment des instruments qui ont été développés, mais il y a aussi des incohérences. Il y a aussi des incohérences sur lesquelles il faut aussi parler aujourd'hui. Et ces incohérences, et on l'a vu avec l'exemple, et je voudrais bien rebondir sur l'exemple qu'Antonia nous a donné, il existe à ce jour aucun devoir de diligence d'une institution financière de financer de telles activités qui détruisent non seulement les sources de vie d'une population au sud, mais il n'y a aucun devoir en matière de respect des droits humains. Il y en a un pour notre secteur, et je suis entièrement d'accord avec ça, contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, mais pourquoi pas au niveau des droits humains? Je crois que si nous voulons devenir un centre d'excellence, il faut se donner des moyens, il faut des législations. D'ailleurs, on pourrait continuer sur ça, mais je vais m'arrêter sur ça, mais Amnesty International réclame d'ailleurs aussi, depuis des années, avec le rapport qu'ils ont demandé, une interdiction au niveau du financement des armes illégales. On n'a pas de loi. La réclamation continue depuis 5 ans au Luxembourg. Donc, je crois, en disant cela, on voit déjà certaines limites. Je crois qu'une initiative comme la LSFI a lancé, elle a le mérite, et il faut le dire aussi, d'avoir d'abord établi une
cartographie des acteurs qui se sont mis en route, elle a le mérite de vouloir sensibiliser, de vouloir libérer du potentiel. Et j'en adhère entièrement, surtout avec un des objectifs, maximiser la cohérence. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et ne soyons pas non plus trop idéaliste sur ça. J'adhère entièrement à ce que Charles a dit auparavant au niveau des produits financiers, mais des activités, comme Antonia les a décrites, pourront continuer, même avec la nouvelle taxonomie, parce qu'ici, on parle uniquement de produits financiers. L'octroi de crédits, comme ICBC l'a donné à cette firme chinoise et qui travaille sur cette mine, ce n'est pas couvert. Hein. Ce n'est pas couvert par cette taxonomie. Et il faut savoir aussi en Europe que 50% du financement des entreprises se fait par l'octroi de crédits non couverts par cette démarche. Donc je crois que si nous voulons, et j'adhère entièrement à cela, devenir un centre d'excellence au niveau durabilité, au niveau droit humain, alors il nous faut évidemment aller au-delà et nous donner les bons moyens législatifs pour atteindre ces buts. Alors Claire de Boursati, j'ai envie quand même de rebondir sur vous. Aucune cohérence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Aucune cohérence. C'est quand même fort de le dire. Honnêtement, je ne vais pas être en total désaccord parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de démarrer finalement, cette finance durable. Donc, il ne peut pas y avoir encore de cohérence parce que les choses ne sont pas encore tout à fait en place en fait. Il y a effectivement, la taxonomie, pour l'instant, elle est parcellaire. Elle va se développer sur plusieurs années parce que c'est tellement complexe à mettre en place. Il y a des discussions infinies sur les définitions. Donc, non, au contraire, je vais concourir en disant oui, il y a une incohérence et il faut espérer, parce que moi je ne suis pas dans ceux qui vont légiférer, etc. Mais en tout cas, il faut espérer qu'il y en ait de moins en moins. Donc parlons peut-être des objectifs alors de votre stratégie du LSFI à court terme et à moyen terme. Alors, nos objectifs à court terme, à très court terme, c'est surtout centré sur de la communication. C'est-à-dire que notre idée, c'est d'abord de montrer ce qui se fait au Luxembourg, ce qu'il y a déjà ici. Parce que finalement, le Luxembourg, bien sûr, c'est pas parfait, mais il y a beaucoup d'acteurs très intéressants, il y a des initiatives intéressantes. Vous avez par exemple un centre de microfinance depuis déjà les années 90 chez vous, qui est très intéressant parce qu'ils ont énormément de savoir-faire sur des choses qui pourraient être utiles plus tard pour les banques lorsqu'elles devront mettre en place certaines réglementations, notamment la microfinance, elle a un savoir-faire pour tout ce qui est mesure de l'impact social des investissements. Donc ça pourra être utile dans la mise en place des réglementations à venir, par exemple. Donc voilà, nous on est là pour essayer de montrer tout ce qui se fait déjà, de promouvoir tout ce qui est en train de se faire. Donc ça, c'est à très court terme. Et cette promotion, elle se fait aussi bien au sein du secteur financier, parce que comme disait M. Tsayen, on a commencé par faire un mapping, une cartographie de tous les acteurs pour essayer de comprendre ce qui se fait, parce que finalement, ça n'avait pas encore été fait, en tout cas peut-être pas de manière publique. Et rien que ça, c'était intéressant aussi pour les acteurs, même du secteur privé, de comprendre ce qui se passe au Luxembourg, parce qu'ils ne savent pas forcément. Et aussi, on a aussi, comme dans nos missions, de viser la société civile. Donc on s'est rapproché de certaines initiatives comme Young Entrepreneuren, excusez-moi de la prononciation, où on a déjà parlé dans un comité citoyen, pour déjà faire de la sensibilisation, leur expliquer que le Luxembourg fait des choses, qu'il y a des réglementations qui arrivent, que les choses sont en train de changer, parce que c'est vrai que la personne moyenne ne sait pas ce qui se passe, et souvent quand on en parle dans les dîners, qu'on n'a plus maintenant, mais dans les réunions Zoom qu'on a aujourd'hui, souvent les personnes ont l'impression qu'il ne se passe rien, que tout est figé. Donc là aussi, notre rôle, c'est d'essayer d'expliquer que s'il se passe des choses. Tout ça, c'est à court terme.
Charles Muller, je vois, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que c'est une question que je me suis posée et ce n'est pas une critique à la SFI. Le but, dans un premier temps, c'est de mettre dans la vitrine et de faire le catalogue de ce qu'on a. Ce qui me manque un peu, et je sais que ce n'est pas votre rôle, mais ce qui me manque, c'est de créer ce qu'on n'a pas. Il y a tellement de choses qui nous manquent pour être un secteur financier pleinement durable. Il faudrait faire un certain nombre de choses et je n'ai pas très bien compris qui est en charge maintenant de créer ce qu'on n'a pas. Le gouvernement avait demandé aux Nations Unies d'aider à faire un Action Sustainable Finance Roadmap, ça s'appelait, où il y avait toute une série d'actions qui devaient se faire. Vous êtes une partie, mais tout le reste, je me pose la question, où est-ce que ça en est, où en est le reste de la réalisation de cette roadmap pour qu'on puisse créer aussi ce qu'on n'a pas pour le moment à Luxembourg et ce qui nous manque. Et vous voyez la responsabilité chez qui? L'État? La responsabilité pour moi doit être au niveau politique, donc je vais passer la balle à... Voilà. Oui, en fait, je voulais faire la même chose. André Baulard, en fait, est-ce que l'État fallait pousser un peu plus, donner plus, guider plus en fait les acteurs financiers en ce qui concerne le développement durable des finances? Merci tout d'abord de m'avoir invité ici. C'est très important de parler de ces sujets qui ont trait à la durabilité des finances, surtout. Je voudrais commencer de manière un peu plus optimiste. Il faut savoir, il faut connaître un peu le monde dans lequel nous vivons, ce qui n'est certainement pas parfait, mais un monde qui est en train de changer, comme on dit mes collègues ici à gauche, qui ont bien évoqué certains mots-clés qui sont quand même importants. Le monde change. Changement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on passe pas nécessairement d'un système économique à l'autre, mais on passe quand même, à mon avis, un système réformé qui considère autre chose que simplement la profitabilité, qui considère pas seulement ce qui est matériel, mais ce qui est aussi responsable, l'action responsable des acteurs les plus divers. Donc cette question de la responsabilité se pose. Si je pense à la place financière luxembourgeoise, dont je ne vais pas maintenant faire l'éloge, je dois quand même dire que c'est un véritable centre de compétences, comme a bien dit Jean-Louis Tsein. Compétence veut dire qu'elle dispose de savoir et de savoir-faire énormes en matière financière, qui se sont accumulés au cours des dernières années, voire décennies. Donc il y a une expertise dans différents domaines. C'est un véritable écosystème avec des acteurs les plus divers et différentes cultures bancaires, financières, économiques, si vous voulez, qui se rencontrent. Et dans ce contexte, qui est propre à notre place financière, mais peut-être aussi à la place de Londres, certainement à la place de Londres et à d'autres places, comme les places asiatiques, il faut quand même dire que nous ne vivons pas là dans un vase clos. On est entouré de règles, qu'elles soient européennes ou internationales, qu'on a transposées, voire renforcées au cours des dernières années. Des règles surtout en matière de transparence, parce que ça, c'est un mot-clé qui n'est pas tombé. La transparence, surtout la transparence en matière fiscale. C'est-à-dire on a transposé en droit luxembourgeois ces dernières années, depuis 2010, des règles qui ont trait à la transparence fiscale, comme je l'ai dit, c'est-à-dire surtout à la coopération entre administrations fiscales, à l'échange d'informations entre administrations fiscales. Donc cette transparence joue un rôle important et le Luxembourg a respecté et respecte toutes ces règles européennes et internationales. Il s'inscrit également dans cette action OCDE qui repose en fait sur deux piliers. Le premier pilier, c'est répondre aux défis fiscaux à relever en matière de numérisation. Je pense à l'économie digitale surtout. Il y a donc tout un ensemble de questions qui se posent, qui sont très techniques, comme on s'en rend compte rapidement ici.
mot-clé, la taxe digitale. D'autre part, il faut certainement revenir à ce qu'a dit Jean-Louis Tsain en parlant de M. Biden, en disant que nous ne pouvons pas faire une concurrence ou continuer à faire une concurrence fiscale déloyale au niveau international. Et donc, dans ce sens-là, on parle maintenant d'un impôt minimal au niveau mondial qui a pour effet aussi de trouver des réponses aux questions subsistantes en matière d'érosion fiscale, de fuite d'impôts, si vous voulez, donc l'évasion fiscale. Et dans ce contexte, on a transposé certaines directives que je ne veux pas nommer toutes, mais il y a la directive ATAT 1 et ATAT 2, il y a même 2 transpositions qu'on a réalisées. J'étais 2 fois le rapporteur. Anti-Tax Avoiding Directive qui vise l'évasion fiscale. Il y a toutes les règles en relation avec le projet BEPS qui lutte contre Base Erosion and Profit Shifting, donc contre l'érosion de la base d'imposition, d'une part, et d'autre part, le transfert de bénéfices d'un pays à l'autre pour payer de moins en moins d'impôts. Et il y avait aussi cette directive importante concernant l'échange d'informations en matière fiscale qui s'appelle la directive DAC, avec ses 5 modifications entre-temps. Je voulais simplement situer la place financière dans ce contexte des règles européennes et internationales. Ça, c'est une chose. En janvier dernier, d'ailleurs, on a encore transposé en droit national une mesure encore plus sélective en ce qui concerne la lutte contre l'érosion fiscale et le transfert de bénéfices, pour rappeler simplement cette loi. Donc, on est toujours en train, depuis des mois déjà, de transposer en droit national différentes mesures européennes, et à ne pas oublier les questions qui se posent autour du blanchiment de capitaux. Là aussi, on a légiféré récemment. Donc, la question de durabilité s'ajoute, et on peut l'approfondir, évidemment, s'ajoute, et durabilité dans ces 3 sens, l'environnement, le social et la gouvernance, et la place qui est une place de compétence, d'excellence, une place qui a toujours su innover, va certainement aussi innover en cette matière-là, j'en suis conscient. Alors, on a entendu l'État et ses contraintes. On a 2 réactions, Charles Muller et puis Antonia Aguirova. Et puis, la 3e, Jean-Louis Tsain. Voilà, on entend d'abord. Oui, très rapidement. Je trouve le parallèle par rapport à ce qui se passe actuellement pour la transposition de tout ce qui est fiscalité très intéressant. Parce que je me rappelle, de nouveau, il y a un certain temps, on essayait de nous convaincre que si jamais on abandonnait le secret fiscal, ce serait la fin de la place financière. Moi, je me rappelle des discours un peu chacun en disant ce sera la catastrophe. Et on s'est gestalt. On a essayé d'éviter cette transparence fiscale avec tous les moyens possibles et imaginables. On s'est fait une très mauvaise réputation à cause de cela. On a fini par le faire de toute façon. Maintenant, on a effectivement changé d'approche. Au lieu d'être les derniers dans le train en train de freiner, on est plutôt dans ceux qui sont plutôt à l'avance du train et qui soutiennent. Mais cette idée de vouloir freiner une évolution et d'en pâtir au niveau de sa réputation est quelque chose que moi, je pense, on pourrait très bien éviter. Et j'ai un peu peur que ce sujet va être un des prochains sujets. Ici aussi, il s'agit de transposer des guidelines des Nations Unies où nous avons signé que nous allions les transposer. Donc, faisons-le. Et ici aussi, nous sommes dans une situation où d'autres pays, je les ai énumérés, ont déjà fait des choses. Et si nous, on ne fait rien, à un certain moment, on n'en est pas encore là, on va se retrouver de nouveau à l'arrière du train, ce que j'aimerais bien éviter. Oui, une réaction, André Bauer. Dans une. J'aimerais juste réagir brièvement. Je vais vous épargner certains mots-clés très techniques, mais je l'avais oublié, mais on est en train de discuter au Parlement sur un projet de loi,
ont toujours un numéro, le 77-74. Un projet, en fait, je voulais quand même vous évoquer les mots-clés en la matière. D'ailleurs, la secrétaire m'a transmis tout un ensemble de textes que nous avons votés au cours des dernières années. Si quelqu'un s'intéresse à cette matière-là, je peux les montrer toutes. Et de toute façon, on a un projet qui est en train d'être traité et qui va certainement voter. D'ailleurs, si je parle de vote, les mesures et les règles européennes et internationales dont j'ai parlé ont été toujours votées, soit à l'unanimité au Parlement, soit avec une très large majorité. Donc il n'y a pas eu de dissension entre les partis politiques, juste pour dire ça. Mais le 77-74 est en cours et il s'agit d'un projet de loi qui, de nouveau, transpose en droit national deux règlements, un règlement de 2019 et un autre de 2020. De quoi s'agit-il? Mais il s'agit d'opérationnaliser un règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Ça, on le comprend. Publication d'informations en matière de durabilité. Le règlement de 19 dit la chose suivante. Il établit des règles harmonisées relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques, on avait marqué ici risques, en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives, on avait noté ici, en montrant la violation des droits de l'homme, des incidences négatives en matière de durabilité dans leur processus, et prévoit donc des règles relatives à la fourniture d'informations en matière durable. Ça, c'est un pilier de ce projet de loi. L'autre pilier, c'est le règlement de 2020, un règlement européen. Il établit un système de classification unique qui vise à distinguer de façon nette et claire, ici en marque transparente, les investissements entre guillemets verts, pour ne pas dire la xème fois durable, les investissements verts des autres investissements. Donc je crois que c'est un langage que tout le monde peut bien comprendre. Et encore, il fournit notamment des définitions précises, donc claires, concises, des moyens aux investisseurs d'orienter leurs capitaux vers des activités durables et de limiter ainsi le risque de l'éco-blanchiment, donc du soi-disant greenwashing dont on parle souvent, et enfin de fournir un référentiel unique et clair sur ce sujet. Je voulais simplement vous dire que cette matière, croyez-moi, c'est très technique pour nous, simples députés, mais c'est une matière ultra importante si nous voulons avancer en matière de respect de règles élémentaires, claires et précises, en matière de durabilité. D'ailleurs, et je termine sur ça, pour vous informer qu'en septembre dernier, l'État luxembourgeois a été le premier pays en Europe, et je crois au monde même, qui a émis un emprunt obligataire, donc un sustainable bond durable, pour financer donc, les investissements dans le cadre aussi de la relance économique et de la résilience surtout. Et là, on a déjà pris en considération les dernières recommandations en matière de taxonomie européenne. Un sujet très complexe, je l'avoue, mais on a déjà pris en compte les dernières recommandations, c'est-à-dire le Luxembourg essaie ici de devancer les choses, d'être déjà en route, comme l'a bien dit Madame de Boursetti, on est en phase de transition verte, de transition écologique, de transition durable. Et dans ce sens-là, on s'est efforcé avec ce référentiel, avant d'émettre cet emprunt obligataire, de devancer la législation européenne qui va venir, espérons-le, le plus vite possible. Jean-Louis Tsein parle toujours du Bummelbus, mais je connais d'autres institutions qui fonctionnent comme un Bummelbus. J'espère qu'au niveau européen, on pourra avancer, on pourra avancer
plus vite, espérons-le, c'est mon plus grand espoir, parce qu'on aura alors des règles claires pour nous tous. Parce qu'ici, et je termine sur ça, notre industrie financière est une industrie financière qui est imbriquée non seulement sur le plan européen, mais sur le plan international. Et ça, c'est notre Spiel, vise, comme disent les Allemands, le level playing field dont a parlé Charles Müller. Et notre marché intérieur, c'est en fait le marché européen au moins. Voilà. 2 réactions de suite. D'abord, Claire de Boursati. Oui, si je peux me permettre, c'est juste parce que je voudrais éviter qu'on nous prenne pour une agence de communication bis de la place financière, parce que j'ai dit qu'effectivement nos objectifs à court terme, c'est beaucoup de communication, c'est vrai, mais on a 2 autres objectifs qui rejoignent en fait la mise en place de ces réglementations, notamment. Je suis désolée, c'est en anglais, je vais les dire en anglais. On a Unlocking Potential. Alors pour le dire en français, ce serait débloquer le potentiel du Luxembourg en matière de finances durables. Et le troisième, c'est mesurer les progrès. Donc, dans le cadre notamment de ce deuxième pilier sur le fait de débloquer, d'aider la place financière dans cette transition, justement, là, nous, ça c'est à moyen terme en tout cas, notre objectif c'est d'aider justement la place financière dans cette transition, là où on peut avoir un rôle transversal pour l'ensemble de l'industrie. Parce que toutes ces réglementations, elles s'appliquent de manière transversale. Elles ne font pas de distinction en fonction des secteurs. Et là, il peut y avoir des besoins parce qu'il y a une learning curve, comme on dit, du secteur financier qui est très pentue. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre. Il y a beaucoup de choses qui leur manquent comme outils. Et nous, on est aussi là pour les aider à développer les outils dont ils ont besoin pour effectuer cette transition le mieux possible. Charles Müller. Oui, 2 remarques rapides. D'abord, par rapport à ce que André Paul a dit sur la réglementation qui est en train de venir, effectivement, c'est une bonne chose. C'est l'une des réglementations que j'avais citées dans le plan d'action européen. Il faut cependant être conscient que c'est juste la fourniture d'informations. C'est-à-dire que une entreprise du secteur financier, une banque, un fonds, etc., doit juste dire ce qu'il fait. Mais il peut très bien dire « je ne fais rien ». Il est en accord avec cette réglementation du moment. Donc c'est comme sur les paquets de cigarettes. À l'avenir, sur les trucs financiers, il faut mettre nuit gravement à votre santé, mais ça ne vous force pas à ne plus nuire gravement à la santé. Donc c'est un bon pas, c'est un pas, je suis tout à fait d'accord, mais ça n'incite pas à l'action, ça donne juste à l'investisseur une information, mais on peut très bien faire un fonds où on dit ça ne m'intéresse pas, tout ce qui est durabilité ne m'intéresse pas, on est en respect avec cette réglementation. Deuxième point, parce que je regarde toujours, parce que c'est lui le représentant du gouvernement ce soir, l'un des problèmes que nous avons à Luxembourg, c'est la transposition de guidelines de l'ONU, donc c'est le ministère des Affaires étrangères. On parle d'entreprise, donc c'est le ministère de l'économie, en partie les classes moyennes. On parle bien sûr de finances, donc c'est le ministère des Finances. Et il y a des changements au droit des sociétés et au niveau européen, c'est fait par le ministre ou le commissaire européen de la justice, donc c'est le ministère de la justice. Et bien sûr, on parle de durabilité, donc c'est aussi le ministère de l'Environnement. Et mettre toutes ces personnes autour d'une table, ce n'est pas aussi facile et je pense que ça nuit un peu aussi à l'avancée dans nos discussions. Alors une autre intervenante qui a certainement des problèmes avec la vitesse dont les choses avancent, Antonia Arguirova, une réaction aussi à ce que M. Bauer a dit. En fait, je voulais juste complémenter d'abord ce que Charles Müller a dit concernant la question de la transparence. Moi, mon impression, c'est qu'il y a de plus en plus de législation qui demande cette transparence au niveau des activités financières. Mais la transparence en tant que telle, elle ne suffit pas pour garantir qu'il n'y a pas de violation des droits humains ou que les dommages environnementaux ne soient pas faits. Donc, d'où en fait l'importance de la compléter par une législation sur le devoir de diligence. Il y a de nombreuses études qui ont été faites sur l'impact de la transparence et on voit que la transparence n'est pas un critère suffisant qui est pris en compte lorsque des décisions d'investissement se font par les investisseurs. Donc c'est un premier pas
mais il n'est pas suffisant lui seul et il faut le compléter. Après, je comprends que l'État a beaucoup de contraintes et bien sûr, il y a toute la législation européenne qu'il faut adapter et transposer, mais il y a des domaines dans lesquels l'État peut, prendre l'initiative et faire des choses à plus de liberté. Et je vais revenir à la question du fonds de compensation. Parce que dans la stratégie de LSFI, j'ai vu qu'il y avait toute une section sur le fonds avec une liste de démarches en matière de durabilité qui ont été entreprises par le fonds. Mais en lisant ça, je n'ai pas l'impression qu'il y a quand même encore des garanties suffisantes pour s'assurer que l'argent public ne soit pas investi dans des entreprises qui violent les droits humains ou qui causent des dommages environnementaux. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Et j'ai parcouru aussi le rapport d'investisseurs responsables, le premier rapport que le fonds a publié l'année dernière, et je trouve ça très bien. Mais dans le rapport, j'ai vu nulle part les droits humains. C'était complètement absent. Les droits humains, la diligence raisonnable, ce n'était pas dedans. Donc, clairement, ce n'est pas encore un sujet pour le fonds de compensation ou pas suffisamment, je ne sais pas, mais il n'est pas dans le rapport. Donc, nous, en tant que l'ASTM, nous avons sollicité d'un côté les responsables du fonds et d'un autre côté les ministres responsables d'élaborer la stratégie d'investissement durable du fonds pour qu'ils intègrent ce concept et ce mécanisme de diligence raisonnable dans les politiques à venir. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très concret que l'État peut déjà faire et devrait faire parce qu'il devrait donner l'exemple aux autres. Jean-Louis Tsai. Oui, je voudrais bien ajouter, parce que la question initiale était qui devrait faire quoi. Moi je propose d'entamer une course vers le haut. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, à juste titre, Charles a dit auparavant, hier on a fêté les principes directeurs que tous les États avaient adhéré il y a une décennie. Alors aujourd'hui, il n'est pas possible d'introduire une action en justice, de poursuivre devant la justice, ici au Luxembourg, une institution financière si elle finance des activités destructrices. Eh bien, il faudra relier l'abus à sa source de financement. Je crois que c'est un vrai défi et c'est pour cela qu'il faut une législation. Moi, je ne veux d'ailleurs pas qu'on reste dans le Bummelzug. Je voudrais juste que le Luxembourg ne prenne non pas le TGV, parce que lui, il est déjà parti. Il est arrivé à Paris, qui a depuis 2017 une loi. En Allemagne, ils ont le Lieferkettengesetz. Dans le Parlement belge, il y a une proposition de loi. Les Norvégiens ont fait la loi il y a la semaine dernière. Donc, nous, en tant que candidats pour un siège pour les Nations Unies dans le Conseil des droits de l'homme, ce serait pas mal si on ne serait pas parmi les derniers. Et malheureusement, et je suis un grand adepte de la dynamique européenne, mais c'est vrai, Didier Reynders ne va pas présenter sa proposition de directive en juin. Il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été freiné par certains milieux économiques, par certains pays qui ne veulent pas. Donc, vouloir attendre, oui, non, ça, je crois que ce n'est pas la bonne idée. Et de l'autre côté, j'ai aussi une proposition très concrète, parce que je me suis fait un peu le travail de calculer et d'estimer un peu, évidemment, sous le contrôle de ceux qui savent mieux que moi, quel est le pourcentage fiable des finances responsables actuelles ou des derniers qui ont été. Alors, on tourne autour de 2, voire 4%. En demandant la CSSF, ils m'ont dit impossible de vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a certains chiffres fantaisistes qui courent 30%. Le monsieur a rigolé quand il a entendu ça. Donc, il faut dire quand même les derniers chiffres, plus de 90% n'étaient pas considérés par le secteur lui-même comme durables. On est encore alors loin d'un secteur ou d'un centre d'excellence. C'est pourquoi je fais une petite proposition. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous fixer des objectifs? Par exemple, en 2030, tous les portefeuilles
devant être durables à 30%. En 2040, 40%. En 2050, 80%. Maintenant, on peut discuter sur les chiffres. Hein. Et ceux qui ne seront pas durables à ce moment-là, ils seront soumis à un régime fiscal plus élevé que les fonds durables. Parce que la crise climatique, elle ne va pas nous attendre. Et ceux qui souffrent sous les violations des droits humains, ils ne vont pas aimer attendre jusqu'en 2030, 2040. Donc, je crois qu'il faut vraiment entamer une dynamique, je dirais même une course vers le haut. Et je suis bien d'accord, sensibiliser, oui. Mais je crois qu'il faut aller au-delà pour faire bouger les choses parce que la transparence est bonne, mais tout reste à ce stade volontaire. Alors, demandons l'opinion des experts, la proposition de M. Tsayen. Peut-être Claire de Boursetti, vous y pensez quoi? Oui, effectivement, se fixer des objectifs, c'est évidemment très important. Nous, dans la stratégie, on n'en a pas fixé, en tout cas pas des objectifs chiffrés, parce que la grosse question qu'on a, c'est qu'on ne sait pas d'où on part. Comme vous dites, il n'y a pas de chiffres. Et même si, enfin, il y en a, mais bon, on ne sait pas trop comment ils ont été mis... calculé. Et donc, il y a vraiment un besoin de savoir comment déterminer ce qui est durable ou pas, parce que ce n'est pas très clair. Et ensuite, faire une étude pour savoir combien de fonds sont concernés. Donc, effectivement, ce serait intéressant. Après, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être presque même plus d'ambition, dans le sens où ce qu'on entend de plus en plus, en tout cas, c'est pas qu'il faut qu'il y ait un petit peu de durabilité ici et là, des petits fonds durables. Voilà, madame, voici notre achalandage. Vous avez tout ça qui est marron, entre guillemets, puis vous avez un petit bout vert. L'idée, c'est d'essayer de verdir tout. Verdir dans le sens... pour tous les angles, hein. C'est pas forcément dans un sens environnemental, mais c'est aussi pour l'aspect social et gouvernance. L'idée en général qui anime les gens qui travaillent dans cette matière-là, c'est ça. C'est ce qu'on dit en anglais, mainstreaming sustainability, c'est de faire en sorte que ça touche tout. Alors évidemment, il faut le faire sans que ce soit juste de la peinture. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être prudent et il faut pouvoir mesurer. Aussi, hein. Voilà, c'est ça. Il faut être prudent pour mettre en place des bons indicateurs, pour avoir des moyens qui permettent de faire remonter les données depuis là où on investit comme il faut, jusqu'à justement toute la chaîne de financement. Et ça, c'est vraiment pas évident. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc, effectivement, on a tous très envie que ça aille très vite, mais il faut accepter le fait que c'est un sujet qui est terriblement complexe et que si on va trop vite, on va faire n'importe quoi, en fait. Mais ce qui est bien, c'est en tout cas avec les réglementations qu'il y a, bien sûr, ce n'est que de la transparence. On dit souvent la transparence, ce n'est pas la durabilité, c'est une information. Voilà. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que ça nous met un pied dans la porte. Parce que, voilà, maintenant, tout le monde, on a le pied dans la porte, tout le monde dit « Oh là là, on veut être vert, on veut être vert ». Donc, c'est très bien, tout le monde dit ça maintenant. Vous ne trouverez pas une banque qui dit « Ouais, moi, je vais financer le charbon, j'adore ça ». Donc ça, c'est bien. C'est un gros progrès par rapport à peut-être il y a à peine 5 ans. Maintenant, il faut pouvoir, va falloir aller un petit peu plus loin en disant c'est très bien, vous êtes vert, mais prouvez-le. Mais c'est encore à venir et il faut que ce soit fait correctement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Le fait que tout le monde de nos jours dise je suis durable, je suis vert, et je suis d'accord, il n'y a plus aucune banque, plus aucun fonds d'investissement qui ne dit pas je suis le meilleur. C'est bien. Il faut maintenant éliminer le greenwashing pour vraiment ressortir ceux qui disent « je suis génial » et ne le sont pas. Mais au moins, tout le monde a compris que c'était un avantage de nos jours de dire « il faut le faire ». Maintenant, pour revenir concrètement à la belle proposition de Jean-Louis, l'éco-label européen ira exactement dans ce sens-là. C'est de dire on va screener les portefeuilles et on va
définir le pourcentage de greenability. Bon, on dit toujours green, mais c'est les 3 dimensions. Ça inclut le social et la gouvernance, même si on utilise la couleur verte. Et de dire, donc chaque fonds aura un pourcentage où il est OK et un pourcentage où il est marron. C'est ça. Et en fonction de ça, on va fixer la barre. Et moi, je pourrais très bien m'imaginer que les produits qui auront le Ecolabel, je pense que c'est même prévu, auront une taxe d'abonnement réduite, non? Oui. Pour certains compartiments de fonds. Oui, oui, mais ça se fera aussi pour certains compartiments de fonds. André Bauer. Merci, Madame Goerens. Madame Goerens est mon ancien élève. C'est vrai. Je confirme. En plus, en économie, hein, je voulais juste dire. Je voulais juste dire que, en fait, Charles Muller a évoqué une chose importante, c'est que le gouvernement, que je ne représente pas maintenant, je suis parlementaire, je suis un membre du Parlement qui préside la Commission des finances et du budget. Voilà. Mais le gouvernement a bien décidé, dans le cadre du budget de l'année en cours, d'abaisser la taxe d'abonnement. C'est une taxe particulière qu'on ne connaît qu'au Luxembourg, que d'autres places financières ne connaissent pas, mais qui nous rapporte environ 1 milliard d'euros par année, mais une taxe très volatile. Si jamais quelque chose se passe sur la place financière qui est négative, comme l'an dernier, où les bourses s'écroulaient par des moments, alors la taxe diminue également, mais elle a connu une reprise, et maintenant elle connaît une reprise formidable, dans la mesure où c'est une relance nette. Hein. Je ne veux pas glorifier cette reprise, mais de toute façon, c'est un impôt important pour la place. Mais le gouvernement a décidé, dans le cadre du budget, de prévoir que la taxe d'abonnement sera réduite sensiblement si le fonds peut prouver qu'il est vraiment durable, selon certains critères que vous deux, vous connaissez mieux que moi, puisque vous travaillez dans le domaine, mais vous avez parfaitement raison. En fait, il doit être clair qu'il n'y ait pas d'éco-blanchiment, qu'il n'y ait pas de greenwashing, donc que les choses soient sincères, véritables. Sinon, c'est vraiment inacceptable. Jean-Louis Tsai. Oui, je crois aussi qu'il faut aussi dire les choses actuellement comme elles sont au niveau européen. Je suis bel et bien d'accord qu'il faut dire il faut des définitions pour éviter ce greenwashing. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Hein. Mais juste pour dire, un des débats qui se font actuellement, hein, et là, je suis entièrement d'accord avec le Luxembourg parce qu'il est sur le bon côté, du moins pour moi. C'est la question si l'énergie nucléaire pourra être considérée comme durable. Cela se joue actuellement. Les pays pro-nucléaires, comme la France, mais elles ne sont pas la seule, ça c'est une bonne solution, bas carbone, pour atteindre les objectifs climatiques. Allons-y, il faut l'inclure dans la taxonomie, parce que ça va nous aider à financer les prochaines centrales en accédant à la finance verte. Pour le moment, personne ne sait comment ce jeu va se terminer. Alors ça, c'est un vrai enjeu. Et si par après, une décision, est-ce que tout le monde va adhérer à cette définition? Qui aura des problèmes avec? Un deuxième exemple qui, tout d'ailleurs, récemment est dans la presse luxembourgeoise d'un fonds luxembourgeois. Planter des arbres pour lutter contre la crise climatique, mais c'est super. Action win-win. On sauve le monde avec notre argent et on obtient un bon rendement. En principe, je suis d'accord. Mais alors, et si ces forêts finalement étaient en fait des plantations de monoculture d'espèces d'arbres non indigènes, et si le bois est au moins partiellement brûlé sous forme de biomasse, ce fonds investit 200 millions de dollars en Afrique, en Asie, actuellement. Où est-ce qu'on va ranger ce fonds?
j'ai parlé avec un autre qui, depuis des années, est un acteur très sérieux. Ici, sur la place luxembourgeoise, il m'a dit « Mais je ne peux pas te le dire, c'est difficile à estimer aujourd'hui. » Mais j'ai dit, mais pour moi, ce serait dramatique s'il se retrouve dans la même catégorie que toi. Tu fais un travail excellent au niveau du changement climatique dans le Sud. Ben oui. Donc, il y a des questions quand même qui restent pour le moment encore fondamentalement ouvertes et où on ne sait pas exactement dans quelle direction la balance va finalement tomber. Donc, je crois aussi qu'il y a des enjeux actuels qu'il faut prendre en considération à ce niveau-là. Et je crois que nous tous, on a la même direction qu'on veut, des vraies finances durables, mais il y a des enjeux derrière qui sont beaucoup plus importants que nous, au niveau petit luxembourgeois, on peut maîtriser. Voilà. Mais c'est juste pour introduire aussi ces questionnements qui restent ouverts. André Barlow. Je vais tâcher d'être très court. Ce qui révèle bien la complexité du sujet, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il est très important de contrôler les choses, de vérifier les choses. Et je ne sais pas, mais je m'adresse aux experts, si tel est toujours le cas ou si c'est toujours possible. Ce qui est important, c'est qu'il faut maintenant, dans cette phase de transition durable, dont ont parlé mes collègues ici, c'est que dans cette phase de transition, il faut veiller à donner des incitations, être incitatif par rapport aux acteurs financiers. Et cette réduction de la taxe d'abonnement, qui est particulière à notre classe financière, cette réduction est un incitatif important. C'est une mesure qui permet de dire, voilà, si vous faites ça, selon certaines règles, selon certaines définitions, alors vous pouvez en bénéficier. Donc, à mon avis, c'est déjà un pas important parce que Rome n'a pas été construite en un jour. L'Europe ne se construit pas en un jour, mais en étapes, step by step. Et dans ce scénario aussi, nous sommes aussi dans une transition qui se fait étape par étape. Vous voyez que durant les dernières 6-7 années, beaucoup de choses ont changé. Parce que sa transparence, dont j'ai osé parler, sa transparence est le produit d'efforts européens et nationaux qui se sont faits durant la dernière décennie, la décennie écoulée. Il ne faut pas oublier que c'est relativement court. Il y a encore deux sujets que j'aimerais aborder. Je vais commencer avec l'implication, surtout, on l'avait déjà dit tout au début de cette table ronde, l'importance de la société civile aussi, qui devra faire part de ce changement. Et maintenant, Antonia Argirova, comment est-ce qu'on peut plus impliquer une société civile qui, pour le dire gentiment, ne s'intéresse pas souvent au monde financier. Il paye un peu toute la richesse qu'on a dans ce pays-ci. Il se base sur le monde financier, mais il est assez complexe. C'est très difficile à comprendre pour les gens. Comment impliquer alors plus les gens pour pouvoir promouvoir ce changement qu'on veut voir en fait? Mais en fait, comme on l'a dit, je pense que la société civile... En fait, Micro. Juste le micro, voilà. s'intéresse de plus en plus à la question de la finance parce que nous observons actuellement depuis des années une financiarisation de l'économie et les impacts liés, les impacts en fait de la finance deviennent de plus en plus importants dans ce sens-là. Je pense que l'exemple de Standard & Poor's que je donnais tout à l'heure est assez parlant dans ce sens. Et d'un autre côté, c'était aussi dit, il y a de plus en plus d'attentes des salariés, des clients, de la société et des gouvernements même, en raison des grands défis auxquels on fait face, comme le changement climatique ou la violation des droits humains qui est malheureusement un peu partout. Maintenant, moi, je vais parler peut-être un peu de la société civile ici au Luxembourg, comment elle pourrait contribuer à la mise en œuvre de la stratégie. J'ai vu que la société civile a été cité dans la stratégie de LSFI comme un garde-fou. Je trouve ça très positif, mais ça veut dire qu'il faut aussi accepter le fait que la société civile pourrait être aussi critique par rapport à certaines actions, tout en restant bien sûr constructif.
Pour moi, la société civile, c'est aussi une source, ça devient de plus en plus une source d'expertise. On voit que de plus en plus d'organisations publient des analyses, des rapports, des benchmarks assez sophistiqués et pointus. Donc, ce sont des informations très utiles qui peuvent être utilisées aussi par les investisseurs dans le futur. Et puis, c'est une source d'informations concernant les impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement. Vous savez, des ONG comme Amnesty, Greenpeace, des ONG internationales publient en permanence des rapports sur ces sujets qui pourraient également être utiles, par exemple, si les investisseurs veulent conduire une diligence raisonnable et identifier les risques d'impact par rapport à leurs investissements. N'oublions pas aussi qu'au Luxembourg, nous avons presque une centaine d'ONG de développement qui couvrent en fait des pays presque sur toutes les régions du monde. Et ces ONG aussi peuvent constituer une source d'information utile, voire assez pointue, sur certaines questions qu'on ne va pas trouver sur Internet ou chez les fournisseurs de data. Et puis, pour moi, peut-être le rôle le plus important pour la société civile, c'est de pousser pour des normes les plus ambitieuses possibles en matière de droits humains et d'environnement. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire justement avec l'initiative pour un devoir de vigilance. Après, j'ai vu que dans la stratégie, dans la rubrique société civile, on comprend aussi le grand public. Là, ma recommandation serait peut-être de mettre plus le focus sur les personnes privées qui investissent eux aussi sur les marchés financiers dans le cadre de leur épargne ou dans le cadre de leur retraite. Bien sûr, ils n'ont pas le même pouvoir d'influence que les grands investisseurs, mais si ça devient une pratique généralisée de demander des informations à sa banque, je pense qu'à long terme, ça pourrait avoir aussi un impact au niveau des pratiques. Je vois déjà des changements de mine là dans le visage de Claire de Boursati. Je vous laisse réagir. Oui, pardon, je suis assez expressive, je me trahis assez vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc dans la stratégie effectivement qu'on suit, la société civile a un rôle. On considère qu'elle fait partie de nos parties prenantes. Et ça fait partie dès le départ de la constitution de notre association. On nous a dit dès le départ, la société civile est représentée par le CSDD, vous devez la prendre en compte. Voilà, donc ça, c'est un acquis et c'est très bien parce que, comme vous dites, en fait, finalement, on a chacun notre rôle à jouer et les rapports que peuvent publier Greenpeace ou d'autres entités qui viennent titiller un petit peu le secteur financier, finalement, en fait, nous, ça nous aide derrière parce que déjà, ça nous donne des données qu'on n'a pas forcément. Et puis ça gratouille et ça fait réagir et ça fait réfléchir. Et rien que pour ça, c'est intéressant et c'est important. Et sinon, vous avez abordé beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Mais vous avez dit, par exemple, il y a beaucoup d'ONG de développement ici. Et effectivement, il faut souligner ici que, comme on disait, donc, ce qui est compliqué dans tout ce qui est durabilité, c'est de mesurer. C'est-à-dire que vous avez un projet dans lequel les gens sont investis avec des tas d'intermédiaires et puis vous avez le client final, par exemple, à la fin. Comment ce client qui a investi dans un projet de manière très très indirecte va savoir que là, au bout de la chaîne, il y a des problèmes des droits humains, il y a des problèmes environnementaux posés par le projet en question. Et il faut qu'il y ait des données, des indicateurs qui soient sélectionnés d'abord et qui remontent toute cette chaîne-là. Donc c'est un des objectifs des réglementations qui arrivent, c'est de permettre cette remontée d'informations. Mais pour l'instant, pour tout ce qui existe, dans tout ce qui est considéré comme durable, les données viennent soit de fournisseurs de données qu'on achète, mais il y en a aussi une bonne partie qui vient des ONG. Les ONG sont une source de données très importante. Donc effectivement, on peut, pour l'instant en tout cas, vous êtes un acteur assez incontournable. Et pour ce qui est de viser les épargnants, en fait, l'épargne, vous dites, ils n'ont pas beaucoup d'influence, mais en fait, si tous les épargnants s'y mettent, l'épargne, c'est énorme pour les banques. si tous les épargnants, même avec une petite somme sur le compte en banque, commencent à poser des questions, ça peut faire en fait bouger beaucoup les choses. Et d'ailleurs, dans une des réglementations qui vient, qui est passée déjà,
vous allez me dire, il est fait obligation à votre banquier ou à votre assureur qui va vous vendre une assurance vie, il leur est fait obligation de vous demander vos préférences. Ça va venir. Mais commencez à demander déjà, parce que ça va les paniquer un petit peu pour développer leur questionnaire. Mais en tout cas, vous allez être sollicité à chaque fois que vous allez souscrire à un produit financier, comme disait Charles Muller. Vous avez des tas de questionnaires. Le questionnaire va être encore plus long avec cette partie-là sur vos préférences ESG. Donc, il y aura un rôle à jouer. Et donc, encore un dernier point sur ce qui est de viser les futurs épargnants ou dans nos actions. On a un site internet qu'on essaye dont l'objectif est d'être un centre d'information sur la finance durable, aussi bien pour les acteurs professionnels que pour les acteurs privés, pour les investisseurs privés, les personnes lambda, vous et moi. Et donc c'est assez ambitieux, et surtout qu'on est une toute petite équipe, mais en tout cas, on aura une partie de notre site qui est pour l'instant malheureusement uniquement en anglais. Donc là, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur les langues si on veut être compris spécialement ici au Luxembourg. Mais il y aura une partie qui permettra justement au grand public de dire, bon, je vais investir de telle ou telle manière, qu'est-ce que je peux faire? Et on va essayer de faire toute une arborescence pour expliquer tout ce que vous pouvez faire en tant qu'investisseur. Petit épargnant, entre guillemets. Voilà. Donc, je sens venir une campagne de sensibilisation du grand public. L'Axe for Finance est en train de la faire. Oui, ils en ont fait aussi. Oui. Voilà. Une autre question encore pour la fin. On connaît tous notre place financière. On sait que c'est une place qui a affaire, surtout qui joue au niveau international. On joue assez souvent aussi avec les acteurs chinois, qui gagnent en importance, surtout ici au Luxembourg, alors que les droits humains sont continuellement sous pression en Chine. Donc, je vais vous poser la question, Charles Muller, comment gérer ces incohérences? Oui, dans la roue que Antonia a montré au début, il y a une étape qui s'appelle engagement. Donc, l'idée, quand vous avez aussi pour le fonds de compensation, quand il y a des choses que vous n'aimez pas, ce n'est pas de vendre et de dire ça ne m'intéresse plus, parce que si vous vendez des actions d'une société, quelqu'un d'autre va les acheter, vous n'aurez rien changé du tout. C'est d'aller voir cette société, d'aller leur parler et de dire, écoutez, on a un problème, soyez conscients, on est quand même un gros investisseur chez vous. Maintenant, si vous ne commencez pas à changer les choses, on va vous ennuyer beaucoup. Il y a un risque, en fin de compte, si vraiment ça ne s'améliore pas, qu'on claque la porte. Donc, c'est un élément très important de toute cette action, c'est de dire, mais je ne claque pas la porte d'un jour à l'autre, j'essaye de faire bouger des choses de l'intérieur. Alors, l'ambition de faire bouger la Chine, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain matin, mais je pense qu'il faut continuer à en parler. Ce n'est d'ailleurs, pour le moment, on prend la Chine. Moi, je me rappelle quand on allait faire des missions économiques au Moyen-Orient, dans des pays où notamment le rôle de la femme était très compliqué, on avait la même discussion. Pourquoi est-ce que vous allez faire une mission économique? La question est, est-ce qu'on veut quand même travailler avec ces gens-là tout en parlant de ces sujets qui fâchent également, ou est-ce qu'on dit, mais alors on claque la porte? Pour savoir claquer cette porte-là, il faut une loi. Il faut des sanctions possibles. Alors, si on a une loi, à ce moment-là, celui qui opère à Luxembourg doit se tenir à la loi luxembourgeoise, que ce soit une banque chinoise ou une banque luxembourgeoise. Donc, de ce côté-là, la question est plutôt en... Donc, un plaidoyer pour une loi... moi, de toute façon, j'ai déjà fait plusieurs plaidoyers pour une loi, donc c'est pas très compliqué. Oui, mais... Et d'ailleurs, sur ce point-là, la loi... à un certain moment, elle va venir. La question est quand et comment, mais au plus tard, quand la directive européenne devrait être transposée en droit luxembourgeois, on aura une loi. La question est, est-ce qu'on veut être les derniers dans le train et ne faire ça que vraiment quand il faut le faire, parce que la directive européenne, il faut l'implémenter, ou est-ce qu'on le fait de soi-même avant? Ça, c'est le débat qu'on doit avoir, mais pas si une loi va venir, parce qu'elle va venir. Jean-Louis Tsang? Oui, alors, rêvons un peu. Qu'est-ce qui aurait changé s'il y aurait eu une loi? Est-ce que cela aurait pu changer quelque chose à Las Bambas au Pérou? Je crois que oui. Cette banque chinoise aurait dû
faire une analyse de risque. Est-ce qu'il y a probabilité de violation des droits humains? Et si par après, elle n'aurait pas fait convenablement son travail, les victimes, c'est-à-dire la population du Pérou, auraient pu, ici au Luxembourg, les prendre en justice. Donc je crois qu'il faut se donner des moyens. Et je suis entièrement d'accord avec les produits financiers, mais n'oublions pas, et là on était dans le cas de figure de l'octroi d'un crédit, si l'actionnaire, et là j'adhère à Charles, fait ce travail de pression, mais s'il ne le fait pas. Et pour la Chine, il est vrai, il ne faut pas faire un bashing des Chinois, parce qu'à certains niveaux, la Chine est sensible à la question de la durabilité. Mais sur la question des droits humains, nixta. Ça, on oublie. Et si on aurait une loi, eh ben, des entreprises chinoises présentes sur le terrain luxembourgeois, ils devraient se conformer également à cette loi, comme il a été dit par Charles. Donc je crois qu'une bonne raison de plus. Et le Luxembourg a aussi une grande responsabilité à ce niveau-là. J'ai participé il y a un mois à une table ronde de forum sur ce sujet. Le Luxembourg est une porte d'entrée pour les flux financiers des investissements directs de la Chine en Union européenne à la hauteur de 40%. Donc on a une responsabilité à ce niveau-là. Et promenez-vous un peu sur le boulevard Royal, sur des places stratégiques, vous allez quand même les rencontrer. Donc c'est pour cela que j'aime bien les principes directeurs des Nations Unies en matière droits humains et entreprises, parce qu'on ne va pas taper sur les Chinois, parce que les règles de jeu seront les mêmes, que ce soit des Chinois ou des entreprises américaines, ou purement luxembourgeoises ou européennes. Donc là, effectivement, cela constitue un vrai avantage. Il faudra aussi progresser à ce niveau-là. En fait, c'est une bonne fin à cette table ronde par Jean-Louis Tsayen. Maintenant, on viendra aux questions. Donc, j'aimerais bien savoir si dans notre public, ici, c'est joli, pour une fois, on a de nouveau du public à une place. S'il y a une question du public? Non. Est-ce qu'il y aura... Ah, voilà, une question. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. J'aimerais rebondir sur la dernière remarque de Jean-Louis Tsayen. Est-ce que, je pense qu'on se pose tous la question, oui, alors la banque, l'investisseur chinois va être freiné s'il reste au Luxembourg, mais s'il choisit un autre pays pour investir où il n'y a pas de loi hors Union européenne, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qu'on s'est posée avec le Brexit. Ceux qui veulent être dans l'Union européenne, s'il y a une législation européenne, ils vont rester dans l'Union européenne, ils vont suivre la législation européenne. Ensemble, en tant que législation, en tant qu'Europe, on a un pouvoir qui fait que les plus grandes banques mondiales veulent être quelque part dans l'Union européenne. C'était beaucoup à Londres, maintenant c'est en partie plus à Luxembourg. Et donc de dire mais ils vont aller aux îles Caïmans à la place, je ne pense pas. Une grande banque sérieuse n'ira pas déplacer son business de Londres ou de Francfort ou de Paris aux îles Caïmans juste pour cette loi-là. Vu qu'il y a aussi l'expertise ici, il n'y a pas que les moyens pour... il y a un cadre réglementaire européen. On est dans un pays en Europe, on peut faire son business dans toute l'Europe. C'est un marché extrêmement important que vous n'avez pas si vous êtes aux îles Caïmans. Je prie les îles Caïmans, les pauvres. On peut prendre Vanuatu ou je ne sais pas. On les connaît tous. Oui, Antonia veut réagir aussi. Antonia Aguirova. Oui, en fait, je voulais juste
citer l'étude qui a été réalisée récemment par Dr Bajak Baglayan sur la possibilité de légiférer sur le devoir de vigilance. Et là, elle avait dit qu'il n'y a aucune preuve empirique qui montre que s'il y a une obligation de respecter les droits humains au Luxembourg, cela ferait partir des acteurs financiers d'ici du Luxembourg. Donc, je pense qu'il y a des intérêts beaucoup plus importants et ce n'est pas les droits humains qui va, disons, avoir une telle influence dans ces décisions-là. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Alors, la deuxième question. Oui, elle part de la réflexion d'Antonia Guerova du dédommagement des violations des droits de l'homme. Et je me tourne vers M. Müller, qui peut-être a un élément de réponse. En fait, pour qu'il y ait un dédommagement, il suffit qu'un tribunal considère que l'investissement financier est une condition de possibilité et qu'il y a un lien causal entre cet investissement et le dommage qui s'est produit. Qu'est-ce qui empêche de servir la cause des victimes des droits de l'homme en intentant une action devant un tribunal, à voir lequel, en plaidant le lien causal entre l'investissement et la violation des droits de l'homme? Merci. Okay. Donc pour qu'il y ait dommage, il faut qu'il y ait faute et donc le lien causal, c'est le lien entre la faute et le dommage causé. Le problème ici est que la faute est assez difficile à prouver et que le lien causal encore beaucoup plus. Est-ce que vraiment, en l'état actuel de la législation, tant qu'il n'y a pas de loi, est-ce que je commets une faute à Luxembourg si j'ai un fournisseur au Bangladesh qui fait travailler des enfants? Il faudra apprécier. C'est une question, surtout que je n'ai pas un fournisseur au Bangladesh, j'ai un fournisseur à Francfort qui, lui, a un fournisseur... et d'autres, c'est le lien causal. Est-ce que vraiment, même si j'ai commis une faute, est-ce que c'est de ma faute qu'il fasse travailler des enfants? Ça aussi, c'est difficile à prouver. Dans l'état actuel, je ne dis pas que c'est impossible. Il y a eu des tentatives de cas, notamment Kik a été en Allemagne, donc la chaîne de supermarchés a été... il y a des victimes, parce que là il y a eu des morts, il y a des victimes qui ont assigné Kik en justice en Allemagne en plaidant justement que c'était parce que Kik faisait travailler dans cette usine qu'ils avaient commis une faute, qu'il y avait le lien de causalité. Donc je ne dis pas que ce soit impossible, mais c'est dans l'état actuel de la législation extrêmement difficile à faire. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ici dans le public? Oui. J'ai l'assistance. Merci. Bon, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer avec la première. Tout d'abord, je vous félicite pour le plateau qui est excellent. Pourtant, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de banquier pour nous parler aussi un peu de l'expérience pratique de toutes ces questions-là. Mais bon, ça se fait entre parenthèses. Ma question touche le monde des ONGD. On a quand même des représentants ici des ONG du Luxembourg, parce qu'il faudrait aussi appliquer ce droit de vigilance aussi, disons, à ce niveau. Est-ce que déjà au niveau des cercles des ONG, il y a des réflexions qui se font pour des projets nord-sud? Si je construis une école au Burundi, je devrais m'assurer que l'entrepreneur qui l'a construit paye ses cotisations, paye correctement ses ouvriers, etc. Est-ce que tout cela fait déjà partie des réflexions au niveau des ONGD ici au Luxembourg? Est-ce que vous avez la connaissance de cela? Que cela, c'est un sujet. Antonia Guerova. Pour moi, c'est difficile à dire parce que nous ne travaillons pas avec ce genre de projet, c'est-à-dire nous soutenons plutôt des organisations qui travaillent sur les questions des droits humains, donc qui font plutôt du travail de sensibilisation, de plaidoyer politique dans leur pays. Donc c'est une autre logique. Après, je ne sais pas si au niveau du cercle des ONGD, il y a des lignes directrices dans ce sens-là, mais de toute façon, dans le cadre de nos programmes, nous devons faire régulièrement des rapports, nous devons rendre compte de tout ce qu'on fait. Donc, il y a probablement aussi des
des lignes qu'on doit suivre, similaires à la diligence raisonnable. Mais je ne peux pas donner plus d'infos parce que mon ONG ne travaille pas nécessairement dans ce domaine. Jean-Louis Tsaïn? Oui, clairement, oui. Certains acteurs au niveau des ONG le font. Notamment, je sais que ce travail se fait au niveau des coopératives, où il y a des formations qui sont faites avec certains acteurs, parce que, comme il a été dit, il y a aussi une responsabilité au niveau, quand on embauche, par exemple, des travailleurs, que ce soit saisonniers ou que ce soit de manière récurrente au niveau de plantation. Donc là, effectivement, un travail est en train de se faire, mais je ne peux pas parler maintenant pour toutes les ONG. Hein. Je peux parler pour ceux dont je suis un peu dans le sujet du... voilà. Mais c'est clair, il y a des choses qui, pour moi, clairement, qui devront aussi être prises en compte par les acteurs de la société civile. C'est en aucun cas une chose qui devrait uniquement prévaloir pour des entreprises. Hein. Pour moi, c'est archi clair. Hein. Juste une ajoute, les banquiers sont toujours assez réticents pour participer à des débats publics ou bien à des interviews, il faut le dire, bien qu'on pourrait dire que ceux qui sont déjà pensionnés ou qui n'y travaillent plus, c'est une chose différente. Je travaille encore toujours dans le secteur financier, il faut quand même le dire. Je ne l'ai pas dire en tant que banquier, par contre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Bon, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'au niveau des produits ESG, il y a des certifications reconnues sur le niveau international? Parce que j'ai un peu l'impression qu'on peut se perdre là-dedans. Est-ce qu'il y a des certifications, disons, reconnues? Voilà. Merci. Oui, en l'absence de l'éco-label qui est en train de venir, il n'y a pas de standard internationalement reconnu. Il y a parfois des standards nationaux. Nous avons d'ailleurs à Luxembourg l'AXFLAG, qui est une action commune de la BBL, de l'ALFI, de Luxembourg for Finance, mais aussi du gouvernement. Il y a le ministère des Finances, il y a le ministère de l'Environnement dedans. Donc là, il y a une action qui se fait. Ils donnent des labels de qualité à certains produits, mais ça reste une initiative, même si ça appartient en grande partie à l'État, ça reste une initiative privée. Les Français ont des labels, les Belges ont des labels, les Autrichiens ont des labels, les Allemands commencent à avoir des labels. Mais comme les critères nouveaux sont différents d'un label à l'autre, faire la comparaison et voir les plus sérieux, les moins sérieux pour une personne qui n'est pas spécialiste est absolument impossible. Et ça crée un peu des problèmes pour tous les labels parce qu'il y a foison et ce n'est pas toujours très pratique. Un plaidoyer de plus pour l'Europe. Oui, et puis il y a beaucoup de standards internationaux dont on peut se réclamer même sans avoir un label. Souvent, par exemple, si vous voyez les obligations qui sont les green bonds, ils vont se réclamer de certaines associations internationales en disant regardez, on suit ces standards-là. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le Sustainable Bond qui a été... j'ai les mots en anglais, émis par... qui a été émis par le gouvernement. Par le gouvernement, qui se réfère aussi à des standards. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour, quand on veut avoir un discours sérieux, c'est d'essayer de multiplier un petit peu les références. Donc c'est compliqué pour ceux qui émettent d'ailleurs, parce qu'ils se disent, bon, on va essayer de s'aligner avec tout ce qui existe, ce qui d'ailleurs a fait le gouvernement, pour essayer de dire, de se blinder, entre guillemets, pour essayer de tout couvrir. C'est un peu compliqué. André Barolo. Je voudrais juste ajouter une petite information. Lorsque nous parlons de finances durables, il ne faut surtout pas oublier, à côté de l'apport national luxembourgeois, l'apport européen dans le cadre du programme de résilience et de relance. 30% de ce programme sont financés par des obligations dites durables. Idem pour le programme SURE de l'Union européenne qui vise à stabiliser l'emploi dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons et de ses conséquences. La première tranche, d'ailleurs, de 17 milliards, je crois, la première tranche a été cotée à la Bourse de Luxembourg, qui d'ailleurs joue un rôle éminent dans la propagation de finances dites durables.
et on revient rapidement aux définitions, mais de toute façon, on s'efforce à des niveaux différents. Il ne faut surtout pas oublier l'engagement du secteur public, parce que cet engagement-là peut jouer le rôle d'un catalyseur, de pionnier, de catalyseur, pour soutenir aussi le marché émergent de ces obligations durables. Et donc pour soutenir le secteur privé à donner l'exemple donc, dans ce contexte. Jean-Louis Tsayen. Oui, je voudrais juste dire un mot, ce qui est peut-être un peu étonnant, mais je veux féliciter le ministère des Finances. Je veux parce que ça entre exactement dans ce que André Baula vient de dire, même s'il n'est pas le ministre des Finances. Par un collègue libéral. Mais quand même, ce qui va peut-être nous étonner un peu, mais un devoir de diligence environnementale et sociale existe déjà au Luxembourg. Il existe. Seulement qu'il existe uniquement au niveau de l'office du croire luxembourgeois. Peu connu, mais c'est sous le ministère des Finances qui veut favoriser les relations économiques et financières internationales pour l'exportation, etc. Et les projets financés afin de prévenir et d'atténuer des impacts environnementaux et sociaux négatifs de projets doivent répondre à des directives de l'OCDE au niveau d'un devoir de diligence environnementale et sociale. Donc je crois qu'il y a déjà ici au Luxembourg la preuve que ça peut fonctionner. Donc je crois que je veux juste mettre ça. Et pour dire un dernier mot sur Europe ou national, hein, pour en conclure, d'ailleurs le docteur Bajak Baglayan l'a dit clairement, il ne faut pas essayer de les mettre en opposition les deux. Ça c'est très clair pour moi. Et à ce niveau-là, je crois que dans l'étude, cela a bel et bien montré que cela est possible. Et c'est clair que la société civile ne veut pas, comme au niveau du règlement des minerais de conflit, attendre encore une fois une décennie. Parce que l'Europe a prouvé malheureusement que ça, et ça commence déjà des discussions à ce niveau-là, que ça peut être très bien freiné. Et malheureusement, tout en étant adapté entièrement, on a participé au processus de consultation européen pour une directive, mais on voit déjà où sont les freins. Mais je vais en terminer sur ça. Encore une fois, André Baula. Oui, pour répondre aussi à Jean-Louis Tsayen, pour terminer de manière un peu plus optimiste, j'ai lu hier un tweet où quelqu'un a publié un message qu'on peut lire dans un organe de presse digital, je suppose, qui s'appelle The World, et qui a été intitulé « Luxembourg takes the lead on climate finance. The small country is a financial giant and it's working to lead the world on sustainable climate finance ». Et il y a une organisation non gouvernementale que vous connaissez bien, l'organisation CARE, qui, la semaine dernière, ou il y a quelques jours, 10 jours, qui a noté que le Luxembourg topped the list in a report from CARE, which ranked the climate finance plans of 23 developed countries around the world. Donc, il a été à la tête quand même de 23 pays développés de ce monde. Donc, on voit que nous sommes en pleine phase de transition, que les efforts sont entrepris, mais on n'est pas encore... Oui, oui, c'est ça. On parle je sais, mais je donne cet exemple. Je donne cet exemple. Mais c'est un exemple parmi bien d'autres. Mais il faut quand même ne pas cacher ces exemples positifs. Non, mais c'est vrai, c'est juste que c'est parfois une nuance. Donc effectivement, le Luxembourg est un très bon élève en matière de ce qu'on appelle la finance climatique internationale, mais qui est quelque chose de très spécifique. Vous le savez peut-être mieux que moi, mais qui est des aides du Luxembourg vers des pays développés pour des projets en rapport avec le financement climatique. Donc c'est pas la place financière, en tout cas, qui est derrière ça. Mais je ne sais pas, vous voulez... Non, je voulais juste faire un point, parce que c'est effectivement
un débat qu'on a souvent, c'est de dire, regardez climate finance, regardez la bourse verte. Et je ne critique pas cela, mais simplement, la durabilité, ce n'est pas seulement l'élément vert. Et par exemple, pour la bourse, je dois dire, autant je trouve ça bien, leur élément vert, quand on parle des droits de l'homme et certaines cotations à la bourse, là, c'est un tout autre débat. Donc, j'aimerais bien, quand on parle de durabilité, vraiment englober, c'est pour ça que j'avais montré la définition au début, englober aussi cette notion de droits de l'homme dans les critères de durabilité. Alors, j'entends qu'on est nouveau presque relancé, mais c'est par contre l'heure de terminer. On peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a du travail à faire, qu'il ne faut pas nier le progrès qui a déjà été fait, mais qu'on se dispute certainement encore sur la vitesse avec laquelle les choses changent. Ils sont en train de changer, donc on veut terminer sur une note plus positive. Les choses sont en train de bouger. Alors, comme j'ai dit, on pourrait encore continuer pendant des heures. Les discussions elles étaient fructueuses, je crois. Après, je vais encore vous rappeler qu'il y a une autre conférence. C'est le 8 juillet. Le 8 juillet, on va parler d'une conférence avec le titre « Respect des droits humains et entreprises » avec des intervenants du monde académique, du monde politique, économique et aussi de la société civile. Et ce sera le 8 juillet au Casino à Bonnevoie. Donc, juste pour vous rappeler tout cela. Merci donc à nos intervenants pour cette discussion que je trouvais assez intéressante et fructueuse. Et merci aussi au public pour votre intérêt. Maintenant, c'était prévu que je passerai la parole au cardinal Jean-Claude Tollerich. Ah voilà, je ne l'ai plus vu. Et je vais passer la parole donc à l'éminence. Parfait. Voilà, je voudrais aussi remercier tous les intervenants. Je ne suis pas spécialiste des finances, mais j'ai écouté les débats avec un très grand intérêt. Parce que le monde est globalisé. Nous l'oublions souvent et nous nous réclamons d'un régime démocratique. Alors qu'est-ce que cela veut dire dans un monde globalisé? Ce n'est plus la démocratie du 19e siècle. Mais cela veut dire que l'État luxembourgeois, par exemple, a un devoir envers les gens qui habitent dans beaucoup d'autres pays et qui travaillent. Autrement, si ce haut degré d'éthique, de morale n'est pas maintenu, les gens à la fin feront leur compte et verront des régimes dictatoriaux, démocratie, pas de très grande différence. Pour les autres, pour nous, c'est différent. Je suis évêque, comme vous le savez, et en tant que tel, je voudrais tout d'abord féliciter Justice et Paix. Vendredi passé, j'avais la chance de voir le pape François, et nous avons parlé des commissions de Justice et Paix. Et il m'a donné la mission de dire à mes confrères évêques l'importance de ces commissions, où se trouvent des spécialistes, des gens de grandes compétences et des gens avec un grand cœur. Et c'est de cela dont l'Église et le monde a besoin. Donc, un tout grand merci. Mais je voudrais encore faire deux petites remarques. La première, c'est que je partage complètement la position de Jean-Louis Tsein en général, mais aussi, surtout, cela m'a fait grand plaisir ce qu'il a dit sur l'énergie nucléaire. Comme je viens des pays, le Japon, qui montrent quand même que c'est peut-être un peu difficile, pour m'exprimer de manière très japonaise, de prendre l'énergie nucléaire comme un modèle d'énergie durable. Ma deuxième remarque concerne justement le dernier débat entre
politics, green finance et les droits de l'homme. Alors pour l'Église catholique, c'est clair, c'est lié. C'est lié. Et si nous ne réussissons pas à lier ces deux points dans les législations, notre monde deviendra moins pacifique dans l'avenir. Donc c'est d'une importance capitale que ces deux points soient liés. Alors une remarque. Je félicite la Chambre des députés à faire des lois avec de très grandes majorités dans ça. Mais d'autre part, ça me fait aussi peur. Qui est l'opposition? Qui contrôle? Et alors là, je vois les ONG, etc., qui ont dans une démocratie moderne ce rôle aussi de contrôle parlementaire. Je vous félicite aussi pour ce travail. Et c'est d'une importance capitale, je pense. Je suis dans l'Advising Board du Alpaca Forum. Cette année-ci, nous allons parler justement des politiques écologiques et l'année prochaine sur les démocraties. Ce que signifie être démocratie dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Et là, on ne pourra pas en parler sans toucher les finances. Donc, un tout grand merci pour votre compétence mise au service de l'humanité. Merci. Et voilà, donc c'est la fin de cette soirée. Comme je l'ai dit, je remercie tout le monde pour l'intérêt pour ce sujet important. Avec ceci, je vous félicite encore une très bonne soirée.